Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de commencer ce conseil municipal du 18 juin 2018. Je vous propose de nommer Nathalie Broquet comme secrétaire de séance. Pierre-Michel Bernard. Joël Dordain. Ange Monnier. Bruno Levent. Elisabeth Gondy. Jean-Roger Perrier. Marilyn Blairon. Damien Coyer. Valérie Thompson. Alain Vincent. Francis Ledieu. Nathalie Broquet, présente. Aimé Carlier. Claude Delay. Sandrine Vergueten. Claude Palis. Ali Beljouri. Isabelle Asselin. Karine Soisson. Ouaïdja Gazouani. Nicole Delbove. Frédéric Lefebvre. Isabelle Bille. Claude Renoncourt. Isabelle Thorez. Pierre Hernandez. Aliette Monnier. Mehdi Tami. Francis Boudranguien. Nadine Fournard. Nicolas Ferring. Isabelle Debruycker. Daniel Hénin. Alors, il y a quelques communications pour ce conseil municipal. Tout d'abord, on a pris l'habitude de présenter les chefs de service notamment, et donc il y a donc un nouveau responsable du patrimoine bâti qui est arrivé il y a une quinzaine de jours. Donc je vous présente Monsieur Cédric Lemaille, donc responsable du patrimoine bâti. Vous serez donc amené à le voir, selon vos délégations et puis vos présences aux différentes manifestations, régulièrement sur la ville, puisqu'il a, on va pas dire la difficulté, mais une charge conséquente. Et c'est vrai donc que M. Lemaille a pris le poste qu'occupait notre regretté Daniel Chigard. Donc voilà, bienvenue en tout cas sur la ville d'Anzin et bon travail. Ensuite, en communication, indiqué qu'il va y avoir une signature d'un protocole d'accord en rue pour les différents sites de Valenciennes Métropole, et notamment donc le site qui nous intéresse le plus d'intérêt régional, qui concerne donc le site de la Bleusborn et Faubourg de l'Île de Valenciennes. Donc suite à la présentation en rue au niveau national à Paris, l'AGLO a reçu donc, si je puis dire, le feu vert sur la prise en charge des différents dossiers qui sont portés par l'AGLO et qui ont été présentés de façon collégiale pour les 4 sites. Et ce protocole d'accord devrait être signé le mercredi 27 juin à 15h à la Cité des Congrès. Cette signature interviendra lors du rendez-vous avec la ville, qui est la rencontre nationale des acteurs du renouvellement urbain, en présence du directeur général de l'ANRU, Nicolas Grével, de Jean-Louis Borloo et bien évidemment du président de l'AGLO, Laurent Degallet. En communication encore, un petit mot sur le site internet, puisque ça y est, il est fonctionnel. Donc on a simplifié, donc maintenant il suffit de taper anzin.fr. Donc site qui est plus épuré, plus moderne, puisque l'ancien site datait de 2011. Donc il y a une refonte totale qui a été réalisée par les services. Plus simple d'utilisation, plus pratique. On a diminué le nombre de rubriques. On a des systèmes qu'on appelle les responsive design. C'est-à-dire que ça permet il s'adapte selon qu'on a un smartphone, une tablette. Ça s'adapte à la forme du document que l'on utilise. Et on a également mis en route une appli mobile. Voilà, Anzin ma ville. Cette appli mobile permet notamment des signalements, puisqu'il va y avoir des signalements possibles sur des problématiques de déchets, des problématiques de voirie, d'espaces verts, avec une géolocalisation, possibilité d'envoi de photos et d'un traitement rapide
par les différents services concernés. Possibilité aussi d'avoir les menus de la cantine scolaire, par exemple. Il y aura donc un plan interactif. Il y aura des notifications, il y aura des liens directs, bien évidemment, avec la médiathèque, le théâtre. Donc, vous pouvez aller voir donc, le nouveau site et télécharger l'application. Et vous pourrez donc vous rendre compte du travail qui a été réalisé par notre service communication, mais aussi les services informatiques. Je tenais à les féliciter parce que c'était un travail lourd puisque tout a été fait en interne. Et donc les féliciter pour le résultat et les remercier pour la qualité. Et c'est vrai que ça a demandé quelques mois de travail. Donc merci pour votre implication. Un point sur les projets. Il y a quelques gros projets qui vont être mis en route durant les vacances d'été, des projets communaux, mais également des projets départementaux, puisque on va commencer par des informations tout d'abord. Le département, donc les techniciens sont venus nous voir il y a peu de temps pour nous informer que le collège Jules Ferry serait bien reconstruit sur le site Anatole France. Vous avez une image qui n'est pas contractuelle, mais qui donne une idée d'ensemble de ce qui pourrait voir apparaître dès le mois de mai, puisque début des travaux au mois de mai 2019, 18 mois de travaux, donc fin des travaux programmés pour novembre 2020, avec soit donc une prise de possession des enseignants et des collégiens, soit après les vacances de la Toussaint, soit probablement plutôt pour début 2021, en sachant que nos services, nous-mêmes et les services du département sont en train de retravailler sur la zone d'entrée, sur le parvis, puisque le parvis va être rebasculé dans l'espace public une fois que tout sera réalisé et qu'il y a certains aménagements que l'on demande à revoir ou à remettre en place, notamment avec les obligations sécuritaires qui existent et qui n'existaient pas au niveau du projet initial, pour sécuriser notamment l'entrée du parvis qui donne l'accès à l'entrée du collège. Donc, collège. Ensuite, sur les projets communaux, il y a l'école maternelle Carpeaux, puisqu'il va y avoir une démolition, reconstruction. Donc, je rappelle le coût des travaux, coût de l'opération 1,6 million d'euros, 1,4 de travaux, 720 000 euros de subvention hors taxe, 12 mois de travaux. Donc on débute la démolition à partir du mois de juillet. On espère la fin des travaux un an plus tard. Donc logiquement, la reconstruction devrait être terminée et la reprise scolaire en septembre 2019 devrait se faire donc dans le nouveau bâtiment que vous pouvez apercevoir. Donc là, vous avez une vue d'ensemble. Vous avez donc l'école élémentaire qui est refaite à gauche. À droite, vous avez la nouvelle école élémentaire avec un rappel des couleurs de ce qui se passe sur l'école élémentaire. École qui sera reconstruite donc en plein pied avec un passage couvert, on peut appeler ça un préau, mais un passage couvert pour montrer le lien, puisque c'est un ensemble qui est commun aujourd'hui entre l'école élémentaire et l'école maternelle que vous avez donc là ici sur la projection qui vous est faite et qui représente normalement à peu près ce qui devrait apparaître en réalité. Salle de sport. Donc même chose, début des travaux au mois de juillet, démolition, reconstruction, 4 millions d'euros, 3,6 millions de travaux, subvention 2,3 millions. Je rappelle les subventions avec la dotation politique de la ville, avec le CNDS, avec le fonds de soutien aux investissements communaux porté par la communauté d'Aglo, et une subvention promise, mais on attend qu'elle soit validée prochainement par le département, puisqu'il y a un accord verbal avec le président, le CERF. Fin des travaux espérés août pour pouvoir arriver à relocaliser les différentes structures associatives, associations et aussi les activités scolaires en septembre 2019. Il va sans dire que c'est vrai que cette année, il n'y a donc plus le gymnase de la Bleusborn. La petite salle Jules Ferry, il y a eu un petit affaissement de terrain qui fait qu'on ne peut plus utiliser. Donc on va être clair, il va falloir que les différentes associations fassent des efforts pour arriver à positionner tout le monde. Les structures non enzinoises qui avaient des créneaux horaires, malheureusement, on va leur dire que c'est plus possible pour cette année. À un moment donné, on a des choix à faire et on vient bien sûr prioriser toutes nos associations enzinoises.
Voilà, donc la vue que on vous avait déjà montré, hein, la vue de profil à partir de la rue du commandant Fabry, avec une sécurisation par des grilles qui vont prendre la totalité du périmètre, qui vont être occupées par la salle, le parking également, et une voie de desserte pour les bus entre la rue du commandant Fabry et le complexe. Le terrain de foot, c'est aussi un engagement municipal, donc le terrain JR, il y a 2 terrains, hein, je vous rappelle. Il y a un terrain donc en herbe, qui est accessible directement par la rue des Déportés après le pont de la Bleusborn. Et on a un terrain en schiste qui existe aujourd'hui, qui est très peu utilisé, qui pose vraiment des problèmes d'utilisation. On va donc mettre en place un terrain synthétique, 650 000 €, coût de l'opération, durée des travaux 3 mois, donc le début des travaux 1er juillet, fin des travaux 30 septembre. Donc on espère que ce sera fonctionnel dès le mois d'octobre. Bien évidemment, il y a une attente forte du club, en sachant que ça peut également servir, que ça pourrait servir aussi pour nos CLSH, pour des activités périscolaires, pour les écoles, si éventuellement il y a des moyens d'aller sur ce site-là, puisque ça va permettre une utilisation 7 jours sur 7 toute l'année, puisque certes il y a un entretien, mais qui n'est pas le même que sur un gazon, et utilisation qui sera aussi possible par l'apparition d'une nouvelle voirie, puisqu'on va délocaliser l'Union Canine en Zinoise. L'Union Canine va être délocalisée au niveau de la rue des Déportés, l'ancien PSR, avec une voirie qui va donc être construite pour pouvoir accéder au complexe Gilliard. Et ça nous laisse également une possibilité d'envisager une mise en vente de l'eau libre dans les mois à venir, sur une parcelle libérée sur la gauche de la voirie par l'Union Canine. Dernier point sur les projets, on va évoquer également la police pluricommunale. Pour ceux qui lisent la presse ou regardent un peu ce qui passe sur les communes avoisinantes, on savait qu'on en a un CSPD qui fonctionne depuis 2015, qui était limité sur certaines zones géographiques. On l'a passé lors d'un précédent conseil municipal. Le périmètre a été augmenté puisque c'est maintenant la totalité du périmètre des 3 communes, Anzin, Beuvrages, Rem, qui est considéré. Et depuis le début de cette année, nous travaillons, donc les maires de ces 3 communes, sur une éventuelle police pluricommunale. Donc ce n'est pas intercommunal puisqu'on n'est pas sur une même agglo, ce sera donc une police pluricommunale. La ville de Petite-Forêt nous a contactés en nous disant qu'ils étaient intéressés par le projet. On risque donc d'avoir une délibération prochaine de la ville de Petite-Forêt pour intégrer le CISPD. Et on travaille donc sur une police pluricommunale pour essayer que tout se passe dans les meilleures conditions possibles. Il y a un cabinet extérieur qui va être recruté ici prochainement, puisqu'il y a eu un appel d'offres qui a été lancé. Et il va y avoir donc un travail mené par un cabinet extérieur pour essayer de voir comment on peut structurer, revoir les objectifs partagés sur les 4 communes, si Petite-Forêt intègre, de quelle heure à quelle heure on les fait fonctionner, puisqu'il y aurait 17 agents, 16 plus le responsable d'une police pluricommunale. Ça permettrait d'avoir des créneaux plus importants, d'avoir un peu plus de personnes au moment de manifestations conséquentes, et puis revoir, si certains posent la question, revoir le niveau d'équipement qu'ont aujourd'hui les différentes polices municipales. Donc toutes ces questions vont être reportées sur une table d'échange entre les techniciens, la police municipale, le cabinet extérieur, les élus, en fonction de nos objectifs, de nos desiderata, essayer d'arriver à avoir un projet pour début 2019. En sachant que M. Cambron part en retraite septembre-octobre, il y a donc un recrutement en cours. Le recrutement du chef de la police municipale a été clairement établi comme étant une évolution vers le poste de chef de police pluricommunale. Le poste serait donc porté par la ville d'Anzin. Il y aurait donc ensuite une mise à disposition aux 3 autres communes par le biais d'une convention de mise à disposition et d'une convention financière. Bien évidemment, il y aura d'autres délibérations cette fois-ci qui apparaîtront dans les semaines et plutôt les mois à venir sur ce sujet, mais je pense que la presse s'est fait écho qu'il y avait des choses qui allaient évoluer sur ce domaine et il me semblait logique de vous en parler avant les vacances d'été.
Sur ces projets, il y a quelques questionnements ou rien de spécial. Un petit point sur les festivités. Fête de la musique, le 21 juin à la Verrerie. Le carnaval, braderie carnaval le 24 juin. Le 14 juillet, Christophe Willem sur la place Roger-Salengro, avec bien évidemment les contraintes que l'on avait l'année dernière pour l'organisation. Donc avec une fouille systématique de toutes les personnes qui arriveront sur le site de la place Roger-Salengro. Les quartiers d'été, les 21 et 22 juillet dans le parc Mathieu. Ce n'est pas dans les festivités, mais dans une animation le 29 juin, il y a le meeting d'athlétisme international au complexe sportif Michel Bernard avec la présence confirmée de la personne qui a été 4e au championnat du monde d'athlétisme, les derniers championnats du monde, 4e au lancer de marteau. Donc si vous voulez voir du sport de haut niveau, le 29 juin à partir de 18h30, 19h, vous aurez des athlètes internationaux qui seront présents et une Ukrainienne également lancé de marteau à 72 mètres dans les meilleures mondiales. Voilà, n'oubliez pas de signer les documents budgétaires qui sont placés à l'entrée de la salle avant de quitter l'hôtel de ville. Décision administrative. Y a-t-il des questions? Rien de spécial? On passe aux délibérations. Première délibération, centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord, c'est une désaffiliation de la communauté urbaine de Dunkerque qui sollicite son retrait du centre de gestion. Il est donc demandé au conseil municipal de donner son accord à la désaffiliation de la communauté urbaine de Dunkerque, qui était c'était pas une obligation qu'il soit au centre de gestion, c'était facultatif, comme je dis. Après, chacun reste maître de ses décisions. Donc, je vous propose de voter pour cette désaffiliation. Qui vote contre? Abstention. Je pense qu'il n'y avait pas de questions particulières sur ce sujet. La délibération numéro 2, budget participatif 2018, sollicitation de la subvention au Conseil régional des Hauts-de-France. Monsieur Lezan présentera la délibération. Il fera aussi un petit point sur le budget participatif, puisque, bon, c'est pas clôturé, mais on a déjà quelques éléments à vous mettre en information. Merci, monsieur le maire. Depuis plusieurs années, la ville a pour volonté d'impliquer les Anzinois dans la politique municipale. Le conseil municipal a ainsi décidé de mettre en place un budget participatif qui donne la possibilité aux habitants de faire des propositions d'aménagement. À ce titre, une enveloppe de 50 000 € a été votée lors du budget primitif 2018 en section d'investissement. Ce cadre permet à tous les Anzinois sans condition d'âge de proposer des projets qui peuvent concerner tous les domaines: environnement, éducation, sport, santé, mais doivent respecter des critères: être développé sur la ville d'Anzin, respecter la loi, être d'intérêt général et en accord avec le projet municipal, relever la compétence de la ville, engendrer des dépenses d'investissement et ne pas impliquer de dépenses de fonctionnement trop importantes, être précis, techniquement réalisable et avoir donc un coût estimé forcément inférieur ou égal à 50 000 € et pouvoir démarrer avant la fin de 2018. Pour aider les habitants à mettre en œuvre leurs projets, un accompagnement a été mis en place par les comités de quartier, le conseil citoyen et les différents services de la ville, notamment le service cohésion sociale. Cette politique de participation des habitants répond aux objectifs du fonds de travaux urbains porté par la région des Hauts-de-France, et donc une demande de soutien est proposée. Donc, avant de revenir un peu plus sur le détail de cette action, le montant sollicité au titre de la région, à la région, est de 25 000 €. Et plus particulièrement, ce qu'on peut dire aujourd'hui sur cette action, c'est qu'elle rencontre un bon succès pour sa mise en place, puisqu'on a une vingtaine de projets de qualité qui ont été d'ores et déjà déposés, avec des thématiques diverses, variées, innovantes. J'en cite quelques-unes, des traditionnelles aires de jeu, des panneaux d'affichage dynamiques, des caméras de surveillance, des habillages d'immeubles végétaux, des murs de graphes, des installations d'arceaux pour les vélos et d'autres projets qui ont été aujourd'hui, fortement appréciés par les différents services et par les élus que nous sommes, par leur richesse, leur qualité et surtout la volonté de les faire aboutir.
Donc aujourd'hui, on entre en phase, on va dire, de clôture de réception des dossiers, puisque l'échéance était fixée début juin, mais on a permis effectivement, via le dépôt des fiches projets, de recenser tous les projets possibles. Ces projets donc, sont en cours d'analyse. Bien évidemment, nos services et les services techniques, les techniciens de la ville sont là pour aider les habitants, parce que bon, pour chiffrer certains équipements, ben, je dirais, on est là pour les aider, les aiguiller, c'est pas toujours évident, hein, même si les outils, enfin Internet par exemple, permet d'aider nos habitants. Pour autant, je dirais, on entre dans la phase d'analyse, d'étude des différents projets. Donc là, tout début juillet, on aura une réunion du comité de gestion qui est composé, je rappelle, de représentants des instances de démocratie participative, donc des gens du conseil citoyen, des comités de quartier, représentés par des habitants volontaires, par les élus concernés selon les thématiques. Si on est sur une thématique liée plus à l'environnement, espace vert, ben, on aura les élus en charge de ces thématiques-là. Si on est plus sur un domaine de la sécurité, de l'éducation, on aura donc les élus concernés. Si on est sur des projets plus culturels, on aura donc l'élu en charge de cette délégation également. Et les techniciens de la ville également qui sont là bon, pour apporter leur éclairage et leur appui. Donc les dossiers analysés seront jugés recevables ou irrecevables par rapport aux critères que je vous ai donnés tout à l'heure. Et arrivera donc derrière la possibilité de les présenter et de les soumettre au vote des habitants sur Internet, enfin sur le site de la ville notamment, qui permettra après de choisir un ou plusieurs dossiers selon les enveloppes et le coût des projets retenus et choisis par les habitants. Sachant que, moi, je dirais, comme on a pu l'entendre par-ci, par-là, on va dire, assez loin d'ici, il ne s'agit pas d'un gadget, hein, c'est une action très forte à destination des habitants. Il faut savoir que les budgets participatifs en France, je crois qu'on est à 47 communes seulement qui l'ont mis en place, avec des résultats excellents dans une énorme majorité. C'est plusieurs millions d'euros, par exemple, pour la ville de Paris, plusieurs milliers de dossiers déposés sur l'année. Au niveau de la communauté d'Aglo Valençay Métropole, on est la seule commune aujourd'hui à avoir déposé et à avoir décidé collégialement de mettre en place cette action-là. C'est une action qui intéresse autour de nous, on le voit bien, puisqu'en fait, les médias nous ont contacté, Monsieur le maire, justement, pour avoir plus d'informations sur ce projet. Donc, je reviens sur la délibération et je vous demande donc d'autoriser Monsieur le maire à solliciter la subvention de 25 000 €, nous permettant donc de faire aboutir ce beau projet. Merci. Y a-t-il des questions, Monsieur Ferring? Merci, Monsieur le maire. Ma question elle est essentiellement sémantique. Dans les conditions qui permettent d'accéder au budget participatif et de valider un projet, il y a être d'intérêt général, ce que je comprends, et être en accord avec le projet municipal. Je voudrais que vous m'expliquiez un petit peu quels sont les contours de cette condition, sachant que le budget participatif, c'est déléguer à la population une forme de pouvoir décisionnel. Je comprends qu'elle doit être en accord avec les bonnes mœurs, avec pas mal de... Mais en accord avec le projet municipal, je voulais savoir ce que ça définissait exactement. Qui répond? Monsieur Levent. Le projet municipal, c'est quoi? C'est contribuer au mieux vivre et au bien-être des habitants. C'est-à-dire que ces projets doivent s'inscrire, bien évidemment, à tous les étages de la fusée, au projet municipal qui est co-construit entre nous pour améliorer la condition de tout à chacun sur la ville. Il ne doit pas être d'intérêt, on va dire, individuel. On doit aussi partir sur des thématiques fortes. La mixité, le respect de l'autre, le partage. Et bien évidemment, on n'est pas dans une commune où le repli sur soi-même est à l'ordre du jour. Et par exemple, je dirais, certaines actions qui viseraient à marginaliser certaines populations, à partir dans des directions qui ne sont absolument pas les nôtres, seraient retoquées d'emblée. Si ça répond à votre question, bon.
Monsieur Hernandez. Oui, moi j'avais cru comprendre que les habitants avaient un pouvoir de proposition et que c'était effectivement le conseil municipal qui avait le pouvoir décisionnel. C'est comme ça que je l'avais compris. Les habitants n'avaient pas le pouvoir de décision, disons, plutôt de proposition. Il me semblait. Hein. Ils ont un pouvoir de proposition et effectivement, après, ce n'est pas le conseil municipal qui va le valider ou pas, puisqu'il y a un comité de gestion qui est là pour le valider et surtout, il y a le comité de gestion qui est là pour valider les projets. S'il y a un projet, on va dire, entre guillemets, partisan, il n'y en a pas, mais s'il y avait un projet partisan, il n'aurait pas été éligible. Donc, à partir du moment où les projets rentrent dans les différents critères, ils vont être soumis au vote aux habitants. Et ça va être le projet, ou les projets qui vont avoir obtenu le plus de voix lors du vote, qui seront mis en place par l'équipe municipale. Donc, il n'y a pas de validation par le conseil municipal. On vous donnera une information sur le fait, ben voilà, c'est tel projet qui a été validé, un ou deux en fonction, ou trois en fonction de celui qui est retenu. Il y aura un ordre croissant, décroissant, enfin, dans le sens qu'on voudra le prendre. Et à partir de là, on se mettra en place les projets qui rentreront dans les critères qui ont été prédéfinis. Donc si on a reçu 19 fiches, si on a 10 qui sont éligibles, on vote pour les 10 fiches. La première, la deuxième, s'il reste de l'argent, on fait la troisième, mais c'est bien l'habitant qui va choisir, in fine, le projet qui sera mis en place sur la commune. Et c'est pour ça que le projet est appelé participatif. Et c'est vrai que localement, même sur la région, on doit être qu'à 3 communes. Donc c'est vrai qu'il y a France Bleu Nord qui m'a contacté. Il y a eu donc un petit reportage sur France Bleu Nord, sur RTL également. Donc c'est vrai que ça commence à se mettre en place sur le territoire, mais c'est vrai qu'on n'est pas encore très nombreux à mettre en place ces éléments-là. Et c'est le côté où, effectivement, il n'y a pas un effet de blocage à partir du moment où ça répond aux différents critères généraux. On n'est pas là pour mettre un veto sur un choix qui sera fait par la population sur les projets qui respectent les différents éléments évoqués dans la délibération. On peut passer au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La troisième délibération importante pour notre politique de la ville. Donc, c'est les actions qui sont déposées au titre du contrat de ville 2018. Monsieur Levent. Oui, merci, monsieur le maire. Donc, en fait, cette délibération comporte plusieurs, on va dire, sous-délibérations, mais sur la même thématique, puisqu'il s'agit, en l'occurrence, de solliciter les services de l'État pour les subventions des actions qui sont relatives. Je rappelle rapidement aux 6 orientations du contrat de ville. Donc, surtout pour gérer les gens qui sont venus aujourd'hui, qui nous ont fait l'honneur de nous accompagner dans ce conseil municipal et qui n'ont pas forcément tous les éléments. Donc, assurer les effets d'entraînement sociaux et territoriaux du développement économique, promouvoir la santé et faciliter l'accès aux soins pour l'orientation 2. La troisième, accompagner le renouvellement urbain, l'aménagement urbain. L'appropriation des changements par les habitants et favoriser le vivre ensemble. La 4, favoriser la réussite éducative et l'engagement citoyen. La 5, prévenir la délinquance, accompagner les victimes. La 6, lutter contre les nouvelles formes de grande exclusion. Donc, au titre du contrat de ville, nous avons déposé un certain nombre d'actions qui ont été validées et recevables. Il s'agit aujourd'hui d'une délibération visant à solliciter uniquement la part de l'État pour les actions portées pour la première action qui s'intitule « Jardin à l'assiette » portée par l'épicerie solidaire, où la subvention sollicitée par la ville est d'un montant de 4 000 €. Donc ces actions ont été présentées lors des différents conseils. Sauf si vous le souhaitez, je pourrais revenir plus en détail sur chacune. La deuxième sous-délibération concerne l'action Bien dans mon corps, bien dans ma tête, où la subvention sollicitée est de 2 334 €. L'action suivante, Yoga Kids, dans le cadre du dispositif de réussite éducative, pour un montant de 2 730 €. Le chantier éducatif permanent, pour le montant de 14 300 €. Une action portée par le CAPEP, pour laquelle nous sollicitons les services de l'État à hauteur de 9 687,50 €, qui est l'espace ouvert d'éducation permanente, qui s'adresse aux personnes qui sont assez éloignées de l'emploi et pour les aider à sortir de l'isolement.
L'action suivante, Sport pour tous, pour un montant de 6 500 €, qui nous permet de financer les stages sportifs, par exemple, le pass associatif, les stages sportifs. L'action suivante, le parcours culturel de l'enfant, pour 4 500 €, à travers des activités pour les enfants ayant quelques fragilités et quelques difficultés de réussite éducative, à travers notamment la maîtrise de l'art plastique. L'action suivante, une action importante, un lien de vie, lieu de vie, pour 7 000 €, où on trouve un grand nombre d'animations que vous voyez souvent dans les actualités des actions portées par le service de cohésion sociale, pour un montant de 7 000 €, comme je vous disais. L'action suivante, Citéo, qui est portée donc par Citéo, qui fait de la médiation sociale en milieu scolaire, mais également aux abords des établissements Gérard Voltaire et Jules Ferry. Le passeport santé, pour un montant de 4 500 €, avec des actions actuellement fortement appréciées et plébiscitées, notamment les séances d'hypnose pour arrêter de fumer, avec des résultats assez étonnants et fortement satisfaisants, on va dire. Coup de pouce clé, bien évidemment, une action qui est conduite, qui est suivie depuis 11 ans, je crois maintenant, pour un montant de 4 000 €. Le CLAS, donc contrat d'accompagnement à la scolarité, pour apporter un soutien et un appui aux enfants pour réussir leur scolarité pour un montant de 10 000 €. Alors, sans trop avoir détaillé, ce que je peux dire sur l'ensemble de nos actions, c'est qu'elles concernent environ 3 000 bénéficiaires. Si on devait y rajouter les autres actions portées par la ville sur ces thématiques-là, puisqu'on a d'autres actions, je vais prendre par exemple les quartiers d'été, les ateliers, les cafés-paroles, la fête des voisins, toutes les actions qui mobilisent les habitants représentent plus de 5 000 personnes, 5 000 bénéficiaires identifiés. Ce qui nous place, je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsque vous avez présenté le rapport mi-parcours du contrat de ville, dans une des communes, sinon la commune, qui, en rapport du nombre d'actions, a le plus grand nombre de bénéficiaires. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est le constat de Valenciennes Métropole. Donc je pense qu'on peut se féliciter et se réjouir justement de cette forte implication et de nos services et des habitants qui montrent là la pertinence et les résultats liés à nos actions. Donc nous demandons donc à vous autoriser à solliciter, Monsieur le maire, donc l'État, pour le versement de l'ensemble de ces subventions que je viens de vous détailler, pour un montant de 85 387,50 €. Y a-t-il des questions? Pas d'intervention. On passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La 4e délibération concerne la dérogation à l'organisation de la semaine scolaire. Madame Blairon. Merci, Monsieur le maire. Depuis la rentrée 2014, le cadre général de l'organisation du temps scolaire est fixé à 24 heures d'enseignement, réparties sur une semaine de 9 demi-journées, incluant le mercredi matin. Le décret 2017-1108 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires permet au DAZEN, directeur académique des services d'éducation nationale, sur proposition conjointe de la commune et des conseils d'école, d'autoriser des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire ayant pour effet de répartir les heures d'enseignement hebdomadaires sur 8 demi-journées réparties sur 4 jours. Alors à ce titre, Monsieur le maire n'est pas parti à l'aventure, il a consulté toutes les familles ancinoises, les enfants scolarisés sur Anzin, et nous avons envoyé un questionnaire à l'ensemble de ses parents. Alors 997 questionnaires sont revenus. 774 parents, soit 77,63%, se sont prononcés pour le retour à la semaine à 4 jours d'enseignement. Tous les conseils d'école, sans exception, se sont prononcés également pour le retour à la semaine de 4 jours. Par courrier en date du 24 avril 2018, le DAZEN a transmis à la commune les propositions et horaires de chaque école pour la rentrée 2018-2019 à raison de 4 jours par semaine, excluant le mercredi.
Alors, vous avez un tableau qui présente les horaires souhaités par les écoles. Il y a quelquefois des écoles qui vous sembleraient proches, mais où il y a un petit décalage. C'est justement pour permettre aux familles d'aller à la maternelle et à l'école élémentaire sans souci. Alors, sur ces bases, il est proposé au conseil municipal de retenir pour la rentrée scolaire 2018-2019 l'organisation de la semaine scolaire sur 4 jours d'enseignement et de valider la modification des horaires des écoles suivant le tableau, sachant que ces horaires seront applicables dès la rentrée de septembre 2018. Merci. Y a-t-il des questions? Pas d'intervention. Monsieur Ferring. Merci, monsieur le maire. Oui, ici, peut-être une petite question. Pendant la réforme des rythmes scolaires, on a mis en place les fameuses nappes et certaines activités. Je voulais savoir quel était le devenir de toutes ces activités qui, finalement, ont quand même si j'étais contre la réforme des rythmes scolaires, ont quand même permis aux enfants de découvrir pour certains une activité culturelle ou sportive. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y avait des suites peut-être à donner à cette expérience? Alors, vous m'avez précédé sur l'information, puisqu'effectivement les nappes disparaissent obligatoirement. Et comme on s'y était engagé, on avait dit voilà, on va prendre le temps de voir un petit peu comment on se réorganise. Le but, c'est de continuer à proposer à nos petits Anzinois des activités pour leur épanouissement. Donc bien évidemment, on revient au fonctionnement précédent, c'est-à-dire qu'il y aura le périscolaire, il y a les études, puisque là, c'est les enseignants qui aident aux devoirs. Et puis, il y a toujours le classe qui existera dans le cadre du suivi, comme ça a été évoqué, dans le cadre de la politique de la ville. Donc, sur les activités périscolaires, il a été donc décidé de maintenir des activités périscolaires actives. Il y aura donc 2 soirées, de demi-soirées. Il y aura donc une action, donc les 2 jours retenus, ce sera le lundi et le jeudi. Lundi, vendredi, dont on a tellement parlé des jours que tout compte fait. Lundi, vendredi, en plus c'est surtout moi qui ai voulu que ce soit. Donc c'est lundi, vendredi, donc le lundi soir et le vendredi soir, ils auront une activité ou une activité culturelle. J'insiste bien, une activité culturelle, parce que j'ai l'avantage de lire les tribunes politiques avant les autres. Donc je ne vais pas évoquer tout ce qui est... Mais ce sera l'occasion de refaire le point au mois de septembre de la politique culturelle qui est menée, puisque M. Hernandez ne se prive pas de nous attaquer lourdement sur la culture où on ne fait pas grand-chose. Je pense que vous avez un manque d'informations criantes. C'est peut-être parce que vous êtes moins souvent sur Anzin qu'auparavant, mais manifestement, vous avez loupé beaucoup d'informations sur ce qui est fait au niveau culturel, notamment dans le cadre des périscolaires, du NAP. Et donc, dans le périscolaire, on maintient des activités culturelles. Ça existe aussi en petite enfance. On a mis en place une école d'art plastique. Enfin, je ne vais pas faire le point aujourd'hui de tout ce qui est fait, parce qu'on a déjà un conseil municipal qui est lourd. Mais c'est vrai qu'au mois de septembre, on va se donner rendez-vous pour faire un point en communication sur toutes les activités culturelles qui existent sur la ville d'Anzin, les partenariats qui existent avec les structures avoisinantes qui n'existaient pas auparavant. Enfin, on aura de quoi évoquer le sujet. Donc les activités vont se maintenir pour les parents. Et donc il va y avoir un formulaire qui va être mis à disposition ici très prochainement, puisque le formulaire, on vient de le recevoir ici pour valider le dossier qu'on allait donner. Il va être validé demain ou après-demain. Les parents vont choisir soit activité, mais quand c'est activité, il reste de la fin de l'école jusqu'à 17h30 en activité. On ne peut pas venir les rechercher, ou même 18h. Donc le périscolaire, pour ceux qui viennent parfois les rechercher à 5h, 5h15, si c'est activité, ils ne pourront pas. Donc il va y avoir un choix qui sera fait pour les familles. Soit ce sera le périscolaire qui existait auparavant, ils viennent les reprendre quand ils ont envie de les reprendre. Soit c'est une périscolaire activité. Ben là, ils savent qu'ils sont pris en charge à la fin des cours. Ils viennent les rechercher à 18h au niveau de leur école. Avec bien évidemment des moyens de transport, puisque le CLSH, enfin le CLSH du Parc, je suis parti sur le CLSH sportif et culturel qu'on avait remis en place, mais les activités périscolaires sportives se feront au complexe Michel Bernard et les activités culturelles se feront ou à la médiathèque ou au niveau de la proximité du conservatoire, puisque va être mis en place, il va y avoir une réhabilitation de certains espaces qui se sont libérés, avec notamment l'art plastique qui sera sur site, la dentelle qui sera sur site. Donc, sur place, il y aura les activités qui vont être proposées sur ces actions. Juste une petite précision, les enfants qui iront en périscolaire jusqu'à 18h pourront, si les parents le souhaitent, réintégrer la périscolaire jusqu'à 18h30, si toutefois une garde était nécessaire pour les
Monsieur Ferring. Une petite précision également. Vous n'avez pas évoqué le fait que ces activités soient payantes ou gratuites. J'imagine qu'elles sont gratuites. Non. Non, On payantes. revient. L'ENAP, c'était une obligation. On avait donc dire Ah oui. l'ENAP, on l'impose aux parents. À partir du moment où c'est imposé, on ne voit pas pourquoi on va leur faire payer quelque chose qui leur sont imposés. Là, on repart sur du périscolaire. Ça veut dire que le prix sera le prix du périscolaire, avec bien évidemment les participations de la CAF notamment. Donc ça veut dire que les participations vont rester au même niveau que ce qu'on leur demandait pour le périscolaire. Il n'y aura Très bien. pas de modification de prise en charge. Les études étaient payantes à minima puisqu'on avait baissé les tarifs à l'époque. Le périscolaire à minima puisqu'on avait aussi baissé les tarifs. On reste sur le principe qui existait auparavant avec les études, le périscolaire. Il y a donc une participation à minima sur ces activités. Mais comme que le périscolaire soit actif ou non actif, le paiement sera le même. Il n'y a pas de surcoût parce qu'ils vont participer aux activités. Par Non. contre, Si je peux me permettre, on parle d'ailleurs plus d'activité, justement pour qu'il n'y ait pas de confusion. C'est une périscolaire qui est thématique. On pourra, si on le souhaite, fréquenter la périscolaire comme on la connaissait, comme on appelait auparavant la garderie, voilà, et avoir juste un projet d'accompagnement qui sera monté par l'animatrice qui sera en charge du groupe. Ça ne veut pas dire qu'ils ne feront rien. Voilà, ils seront dans le cadre du périscolaire et les parents auront le choix d'une périscolaire thématique culturelle ou sportive. Très bien. et où puisqu'ils pourront faire sport le lundi et culture le vendredi ou inversement. Ouais, mon inquiétude était juste sur le fait qu'effectivement, en laissant les activités gratuites, ça aurait été fortement déséquilibré le périscolaire qui, j'imagine, reste en place pendant cette activité. On peut passer au vote? Oui. Plus d'intervention. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La délibération 5. Bon, celle-là, elle va aller vite, hein, Marilyn. Demande de subvention DRAC pour la restauration des registres d'état civil et documents d'archives. Les collectivités territoriales ont l'obligation de faire relier les arrêtés et les décisions du maire. Ces reliures doivent répondre à certaines exigences techniques précisées dans la circulaire interministérielle du 14 décembre 2010. Cette même obligation de reliure s'applique au registre d'état civil en vertu de l'instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999. Pour éviter à chaque collectivité de mener sa propre consultation en vue de garantir des prestations conformes à la réglementation et à des coûts adaptés, le Centre de gestion de la fonction publique territoriale a décidé de constituer, avec l'assistance des Archives départementales du Nord, un groupement de commandes sur 4 ans. Alors, la ville a adhéré à ce groupement de commandes pour la réalisation de reliures administratives cousues des registres d'état civil, la restauration des registres d'état civil anciens, datant du XVIIIe ou du XIXe siècle, la fourniture de papier permanent. Alors, la commune, soucieuse de la bonne conservation de son fonds d'archives, souhaite mettre en place un programme de restauration de ces documents sur la durée de ce groupement de commandes. Les registres d'état civil les plus fréquemment consultés n'ont jamais fait l'objet de restauration. Il convient donc de restaurer les plus fragiles. Il en a été recensé près d'une 50aine. En 2018, des opérations de dépoussiérage du papier, nettoyage, renfort, consolidation des feuillets sur papier japon et reliure ont été engagées sur 5 de ces registres. Après mise en concurrence conformément au Code des marchés publics et selon l'avis émis par les Archives départementales du Nord, l'atelier Quillet s'est présenté comme étant le plus approprié pour effectuer ces travaux de restauration pour un montant de 1 626,68, soit 1 952 € TTC. Sur ces bases, il est proposé aux membres du conseil municipal de solliciter dans ce cadre une subvention de 1 000 € auprès de la direction régionale des affaires culturelles. Je pense qu'il n'y a pas de questions particulières. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La 6e délibération. Travaux d'effacement du réseau d'électricité des rues Henri Dur et de l'Isère, convention avec le CIDEGAV. C'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que les travaux vont bientôt commencer cité du Mont-de-la-Veine. Monsieur Berrier. Merci, Monsieur le maire. Je vous rappelle que, comme disait Monsieur le maire, que les travaux vont commencer pour une première tranche qui concernera plus particulièrement la rue Henri Dur et la rue de l'Isère.
D'ailleurs, une réunion publique aura lieu le 2 juillet à la salle, au restaurant municipal. Vous y êtes cordialement invités. Cette réunion est la dernière concernant cette partie de travaux où on va présenter dans le détail et les plannings et les travaux qui vont être réalisés. Il nous appartient de solliciter maintenant le CITEGAV pour l'enfouissement des réseaux pour une tranche qui est estimée aujourd'hui à 147 200 €,83 TTC. Cette convention passée avec le CIDEGAV, la part de la ville sera de 73 600 €,42, qui représente 60% de la part hors taxe des travaux d'enfouissement. Bien entendu, ce montant pourra être révisé en fonction de l'indice de travaux publics numéro 12, qui s'applique à ce marché. Donc, sur ces bases, je vous demande d'autoriser, Monsieur le maire, à signer la présente convention relative aux travaux d'effacement du réseau d'électricité des rues Henri Dur et des rues de l'Isère. Merci, Monsieur Berrier. Réunion donc 18h. Je pense que pour ceux qui sont intéressés, réunion portée par l'AGLO et la ville, bien évidemment, puisque c'est l'AGLO qui porte le projet techniquement. Y a-t-il des questions? Pas de questions non plus. On passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La 7e délibération, c'est une modification de la grille des effectifs, concerne le service d'entretien des bâtiments communaux. On rappelle donc qu'en novembre 2011, un contrat d'apprentissage aménagé afin de favoriser l'insertion des personnes handicapées avait été validé. À l'issue donc de cette formation, cette personne a réussi ses examens et son diplôme donc de CAP maintenance hygiène des locaux. Il vous est donc proposé de pérenniser le poste de cette personne porteur d'un handicap. On propose donc la création d'un poste d'adjoint technique contractuel à 20 heures. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. On vient d'avoir le chiffre pour le taux d'emploi du FIPHFP. On rappelle qu'avant 2008, on était à un bon 5%. On rappelle le taux obligatoire de 6. On est à 8,5%. Donc on est dans les bons élèves. On est au-dessus de la moyenne. Je tiens à rappeler qu'on avait validé la prise en charge de 4 apprentis. Une personne avait déjà été validée en septembre dernier, c'était la restauration. Ici, c'est le deuxième. Il y a 2 autres personnes qui vont arriver à échéance en septembre-octobre. Ces 2 personnes seront également pérennisées sur le poste. Il y a une personne aux espaces verts et il y a une personne qui travaille ici à l'accueil de la mairie, uniquement pour montrer qu'on a vraiment une politique forte pour accompagner les personnes qui sont porteurs de handicap, mais pas uniquement au niveau de l'emploi, mais aussi dans le cadre de l'accompagnement des mises aux normes sur les différents bâtiments communaux notamment. La 8e délibération, renouvellement de la convention de participation pour la mise en œuvre d'une couverture de prévoyance au profit des agents de la ville et du CCAS d'Anzin. Sur la délibération, dans le 3e chapitre, il y a un échéance en trop. Donc c'est par ailleurs le contrat actuel arrivant à échéance au 31 décembre 2018. Il est proposé de procéder au renouvellement de la convention de participation qui concerne à ce jour plus de 80% des agents. Donc c'est vrai que dans le cadre de la convention de participation pour la mise en œuvre d'une couverture de prévoyance, il avait été validé lors du conseil de 2011 novembre, une participation de 6 € par mois et par agent. En 2015, comme il y avait eu une augmentation des tarifs pour essayer de maintenir une quantité importante d'employés qui bénéficient de couverture de prévoyance, car on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve, on avait été décidé de monter notre effort financier à 8 € par mois et par agent. Et en fait, donc là, il faut valider le fait qu'on va relancer donc une consultation pour la signature d'une convention de participation au titre du risque de prévoyance, puisque le contrat arrive à échéance en fin d'année. Il y a bien sûr un avis favorable du comité technique du 13 juin 2018. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Donc on passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La 9e délibération concerne la dotation politique de la ville 2018. C'est la sollicitation et la signature de la convention d'attribution. Bon, vous verrez que les sujets évoqués sur les demandes de subvention sont des sujets
On a déjà abordé lors de précédents conseils municipaux. Monsieur Coyer. Merci, monsieur le maire. Donc, c'est pour une subvention au niveau de la dotation politique de la ville. Je rappelle qu'elle a été créée en 2009, qu'elle bénéficiait à 100 communes particulièrement défavorisées. En 2018, les crédits de cette dotation permettent à près de 180 communes d'en bénéficier. Et la ville d'Anzin compte parmi les 20 communes du département du Nord éligibles à celle-ci pour cette année. Il y a eu une modification par la loi de finances du 30 décembre 2017. Il y a 3 conditions cumulatives pour encore en bénéficier, à savoir avoir été éligible à la DSU en 2017, faire partie des 250 premières communes éligibles de cette strate démographique. Deuxièmement, donc présenter une proportion de population située en quartier prioritaire de la politique de la ville ou en zone franche urbaine à plus de 19% de la population INSEE. Et troisième condition cumulative, faire partie du périmètre d'intervention de l'ANRU au titre du PNRU. Les dispositions générales étant donc reconduites pour 2018, l'utilisation de ces crédits doit s'inscrire dans la programmation des contrats villes. À ce titre, donc, la ville souhaite présenter des projets suivants au titre de cette dotation. Premièrement, donc, la réhabilitation de l'école maternelle Jean Jaurès. Donc, la ville s'est toujours engagée pour rénover l'ensemble des écoles. Donc, pour 2018, c'est prévu Jean Jaurès. Donc, après un examen technique du bâtiment, la municipalité a décidé de procéder à une rénovation complète et qualitative de ce dernier en intégrant les différentes mises aux normes sécurité, hygiène, santé et accessibilité PMR. Par ailleurs, dans l'optique de mieux maîtriser les consommations énergétiques, c'est pour l'avenir, il est envisagé de revoir l'isolation thermique de son ensemble, le désamiantage, le remplacement de la toiture, la rénovation de façade et la chaufferie, ainsi que le remplacement des menuiseries extérieures et la mise aux normes du système électrique. Enfin, une extension également sera réalisée permettant à la création de 2 classes supplémentaires, un nouvel hall d'accueil ainsi qu'un préau sur cours et un parvis pour le groupe scolaire. Donc ça, c'est du plus. Les travaux à réaliser consistent principalement donc au remplacement de la toiture, désamiantage, réparation et rénovation des façades, isolation thermique, rénovation chaufferie, mise aux normes électriques, mise en sécurité, PMR du bâtiment, éclairage, les sanitaires, redistribution des locaux, création d'une extension, comme je l'ai évoqué, et requalification des espaces extérieurs. L'opération totale, il y en a pour 1 355 809 000 et on sollicite une dotation au titre de la DPV pour 903 873 €. Deuxième projet éligible à la DPV, donc, c'est le terrain de football synthétique de la Bleusborn. Donc à ce jour, donc, au niveau du stade de football André Gillard, il y a 2 terrains de football qui existent dans l'emprise du stade. L'un est en gazon naturel et l'autre en schiste stabilisé. Le projet donc consiste en la construction d'un terrain de football en gazon synthétique en lieu et place du terrain stabilisé. Je vous passe les dimensions, vous les avez notées. Donc les travaux, réhabilitation totale du terrain de la Bleusborn en un terrain synthétique de catégorie 6 et éclairage sportif, clôture, espace vert et aménagement. Total du projet, 792 283 € et et là on sollicite une dotation de 528 189 €. Troisième élément donc éligible à la DPV, réfection dans les écoles, remplacement des châssis et portes d'entrée de l'école Gillard. Donc les travaux consistent principalement au remplacement de 7 châssis d'extérieur et de la porte d'entrée de l'école. Il y en a pour 31 500 € TTC et là encore on sollicite une dotation de l'ordre de 21 000. Le total de ces 3 grands projets, donc on sollicite pour 1 453 062 € de dotation politique de la ville, ce qui représente le maximum de subventions possibles. Et donc sur ces bases, il est demandé d'approuver les projets, le plan de financement et d'autoriser monsieur le maire à solliciter la DPV 2018. Merci monsieur Coyer. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. La délibération 10, programme C2E, économie d'énergie dans les territoires à énergie positive pour la croissance verte. Monsieur Coyer. Alors, validé par arrêté ministériel en février 2017, ce programme vise à accélérer la réalisation d'économies d'énergie par les territoires grâce au financement de travaux de rénovation énergétique sur le patrimoine public et les logements du territoire. Donc, en tant que TEPCV, lauréat et signataire d'un avenant avec l'État, Valenciennes Métropole a décidé de porter un programme CEE, donc économie d'énergie, sur son territoire, orienté exclusivement sur les travaux d'économie d'énergie réalisés sur le patrimoine public des communes. Ce programme porté par Valenciennes Métropole permet donc aux communes bénéficiaires l'obtention de recettes exceptionnelles, non budgétisées, générées par les travaux d'économie réalisés par la vente de certificats d'économie d'énergie. Les dépenses
éligibles, donc c'est pour ça qu'on vous présente aujourd'hui, doivent être engagés au plus tôt le 13 février 2017 et doivent être complètement terminés et payés au plus tard le 31 décembre 2018. Suite à l'appel à projet lancé par Valence Métropole fin novembre 2017, la commune est bénéficiaire du programme et à ce titre, elle projette de valoriser les travaux d'économie d'énergie suivants. Il y en a à peu près pour 240 000 euros. Donc rénovation de l'éclairage public pour un peu plus de 25 000 euros, isolation de la toiture terrasse du gymnase Jules Ferry pour un peu moins de 60 000 euros et rénovation de l'hôtel de ville au niveau des menuiseries et du chauffage pour un peu plus de 160 000 euros. Donc tout ça, ce n'était pas prévu au budget. C'est un bonus. Voilà, donc sur ces bases, il est proposé au Conseil d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document nécessaire pour le dépôt de cette demande de CEE. Y a-t-il des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La 11e délibération, c'est le contrat de prêt Agence France Locale garantie annuelle 2018, délibération classique puisqu'on vous la passe tous les ans. Monsieur Coyer. Oui, donc c'est obligatoire, hein. Je rappelle que la ville d'Anzin a délibéré pour adhérer au groupe Agence France Locale le 21 décembre 2015. L'objet de la présente délibération, c'est donc, conformément aux dispositions précitées que vous avez en préambule, c'est de garantir les engagements de l'Agence France Locale dans les conditions et limites décrites ci-après, afin de sécuriser une source de financement pérenne et dédiée aux membres. Donc vous avez le détail, hein, présentation et modalités. Le montant, donc il faut savoir que le montant de la garantie correspond à tout moment, et ce, quel que soit le nombre ou le volume d'emprunt souscrit par le membre auprès de l'Agence France Locale au montant de son encours de dette. Il faut savoir qu'à aujourd'hui, l'encours de dette par rapport à France Locale, on a fait 2 crédits. L'un en 2016 de 430 000 euros et l'autre en 2017 de 200 000. Donc ça fait 630 000 d'encours à aujourd'hui. Voilà, la durée maximale, donc c'est la durée du plus long des emprunts plus 45 jours. Donc c'est 15 ans en moyenne et 45 jours à rajouter. Les conditions de mise en œuvre, vous les avez. Je rappelle qu'il n'y a pas du tout de péril en la demeure parce qu'au niveau des garanties d'emprunt, le ratio c'est 50% des dépenses réelles de fonctionnement, lesquelles s'élèvent à 18 millions, donc je vous laisse faire le calcul, ça fait 9 millions. Et aujourd'hui, le ratio actuel, il est à 2,37%. On a garanti des emprunts pour une annuité totale de 435 000 euros seulement. Donc il n'y a aucun péril en la demeure à ce niveau-là. Voilà. Sur ces bases, donc, il est proposé au Conseil de bien vouloir autoriser, Monsieur le maire, au niveau de la garantie de la ville, à renouveler l'engagement par rapport aux conditions de l'Agence France Locale. Merci. Y a-t-il des questions? Je ne pense pas. Pas de questions. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La 13e, c'est une maintien de garantie des prêts transférés de la Société immobilière du Grand Hainaut à la SA d'HLM Axentia. Monsieur Coyer. Oui, donc c'est un transfert juridique, parce qu'il y a eu une vente donc, du patrimoine. La Société immobilière Grand Hainaut donc, a souhaité mettre en vente son patrimoine habitat spécifique composé de foyers et de résidences universitaires. La société Grand Hainaut appartient au réseau HER et donc ce dernier possède une entreprise sociale pour l'habitat, Axentia. Et donc, conformément au Code de la construction et de l'habitation, les emprunts adossés aux actifs cédés par la société immobilière Grand Hainaut seront transférés automatiquement à la société HLM Axentia, sauf opposition des créanciers et garants dans un délai de 3 mois. Vous avez le détail des garanties. Donc, le 2 crédits, 23 000 euros de capital reste, 23 743 pour le premier et 158 271 pour le second. Donc, la société immobilière Grand Hainaut demande à la ville d'Anzin de maintenir la garantie de ses prêts auprès de la société Axentia dans les mêmes conditions. Et donc d'autoriser Monsieur le maire. Il demande au conseil municipal de maintenir la garantie de ses emprunts listés ci-dessus jusqu'à complet remboursement, d'autoriser Monsieur le maire à intervenir à tout acte constatant l'engagement de la ville aux emprunts ci-dessus énoncés. Merci. Je rappelle que la ville n'est plus sollicitée puisque c'est l'AGLO qui a décidé de suppléer les communes sur les garanties d'emprunt dans le cadre des constructions immobilières. Y a-t-il des questions sur ces délibérations? Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La 13e, c'est une indemnité de conseil receveur de la commune puisqu'il y a un changement de receveur municipal. Monsieur Coyer. Oui, donc en fait, Madame Viard, donc comptable du Trésor, chargée des fonctions de receveur municipal, a sollicité de la commune donc le renouvellement de l'attribution d'une indemnité de conseil. Donc c'est un plus, étant donné donc l'arrêté de 1983 stipule que sont autorisés à fournir aux collectivités donc territoriales et établissements publics concernés des prestations de conseil et d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable
notamment dans les domaines relatifs à l'établissement des documents budgétaires et comptables, la gestion financière, l'analyse budgétaire et financière, la trésorerie, la gestion économique, en particulier les actions en faveur du développement économique et de l'aide aux entreprises, et de la mise en œuvre de réglementations économiques, budgétaires et financières. Cette indemnité est tout à fait conforme au Code des collectivités. Donc là, pour information, en 2017, il avait été versé 2 400 €. Merci. Y a-t-il des questions? Rien de spécial. Qui vote contre? Abstention? Voté à l'unanimité. 14e délibération. Budget annexe 7 municipal, compte administratif 2017. Donc, M. Coy qui présente, M. Dordain qui présidera le vote, puisque même sur les budgets annexes, je ne peux normalement participer et être présent au moment du vote. Monsieur Coyer. Alors, donc, le compte administratif pour le théâtre donc, présente les résultats suivants. Donc, en réalisation 2017, en section d'exploitation, en dépenses, donc 419 997 € pour 402 559 de recettes, ce qui nous fait un solde déficitaire de 17 438. En investissement, il n'y a pas eu de dépenses, il y a eu des recettes pour 15 260. À cela, si on ajoute les reports de 2016 et les restes réalisés en 2018, on arrive à un résultat cumulé, donc en section d'exploitation pour 419 997, ça n'a pas changé. En recettes, 465 287, donc là un delta positif de 45 289. Et donc en section d'investissement, au niveau des dépenses, 8 235 pour donc 15 260 de recettes. Et donc on arrive à un résultat cumulé de 428 232 en dépenses pour 480 547 en recettes, ce qui nous fait donc un solde positif global de 52 314 € et 60 centimes. Ce qu'on peut dire de ce compte administratif, donc au niveau des dépenses, elles sont donc au niveau des dépenses d'exploitation, elles sont en hausse d'un peu plus de 7%. Pour s'établir donc à 419 997. Il faut savoir donc que les charges à caractère général, c'est le premier poste de ces dépenses. Ce chapitre est en baisse de 252 743 en 2016. Il était recensé à 237 966 en 2017. Il a baissé d'un peu plus de 5%. De nombreux postes, effectivement, sont en baisse dans ce chapitre. L'eau et l'énergie, qui a baissé d'un peu plus de 35%. En raison de la gestion des plannings de chauffage du théâtre, en partenariat avec Dalkia, donc une meilleure gestion pour des économies. Le poste location mobilière est également en baisse de 33%, 30 043 € pour 2017 contre 45 127 en 2016, car l'équipe technique du théâtre négocie chaque fiche technique au mieux avec les productions afin de réduire un maximum les locations. L'achat d'un équipement minimal de sono et de lumière les dernières années permettent également de réduire les locations. Le poste maintenance donc est en baisse de plus de 100% du fait de la maintenance tous les 2 ans, de l'équipement des accroches et des levages scéniques. Le poste autres impôts est aussi en baisse de 30% pour s'établir à 18 811 €. Celui-ci est en adéquation avec les montants des contrats artistiques, location, son et lumière. Le poste divers baisse de 11 785 du fait de l'obligation de mise en place d'agents de palpation et autres abonnements comme le logiciel de billetterie. Quelques postes sont en hausse. Le poste catalogue et imprimé qui passe de 716 € à 3 798 € en 2017 du fait de la plus grande diffusion au niveau communication sur le territoire et également par rapport à la communication supplémentaire pour augmenter la vente de billets de spectacle afin de remplir la salle. Le poste divers passe, lui, de 109 560 à 140 000. Il est relatif au cachet des artistes. Donc ça a baissé un peu. Ça a augmenté, pardon, d'un peu plus de 31 000 €. Le poste annonce et insertion augmente, lui, de 13% pour s'établir à 19 056 € à cause de la stratégie forte de communication en 2017, comme évoqué précédemment. Le deuxième poste au niveau des dépenses, c'est le chapitre charges de personnel. Donc, il s'établit à 155 620 contre 133 323, pardon. Cette hausse est liée au recrutement d'un renfort contractuel en communication pour effectuer la promotion du théâtre, comme je l'évoquais précédemment. Après avoir vu les dépenses, voyons les recettes. Donc les recettes sont stables à 401 133 contre 402 559. La subvention de la ville est passée, je le rappelle, de 200 000 à 220 000 en 2017. Valenciennes Métropole reste stable à 41 666 €. Les ventes de places ont baissé, passant de 116 000 à 103 000.
du fait d'un report d'encaissement sur l'année 2018. Le produit des locations, mais néanmoins, le nombre de spectateurs est toujours en augmentation, vu le prix, la politique souhaitée par la ville. Les produits de location du théâtre sont en baisse également, passant de 39 000 à 35 642, à cause de la diminution de la location par les CE lors de l'organisation des arbres de Noël et de la difficulté des productions locales. Au final, l'exercice est conclu par un déficit de 17 483 en exploitation. Au niveau investissement, donc aucune dépense n'a eu lieu en 2017. Les recettes s'élèvent à 15 260. Elles sont composées des amortissements et d'un transfert de la section de fonctionnement qu'on avait vu précédemment. Ainsi, l'exercice se conclut avec un excédent de la section d'investissement de 15 260. Après intégration des résultats reportés, le compte administratif du théâtre donc présente un excédent de la section d'exploitation de 45 289 et un excédent d'investissement de 7 024,67 €. Il y a une erreur matérielle d'1 centime, ça on verra ça à l'autre délibération. Merci, M. Coyer. Est-ce qu'il y a des précisions ou un questionnement sur le budget administratif? M. Hernandez? Merci, M. Dordain. Bien, quelques petites remarques. Au niveau des dépenses d'exploitation, nous avons relevé un écart nettement plus raisonnable cette année par rapport à l'an dernier entre les prévisions au budget primitif et les chiffres annoncés ce jour au compte administratif. Pour effectivement 420 000 au compte administratif pour un budget primitif de 445 000, ce qui est fort raisonnable. Si les charges de personnel sont conformes à celles annoncées, 156 620 contre 150 000 prévues au budget primitif, elles représentent à elles seules 37% des dépenses, mais M. Collier nous en a donné la réponse. Les achats de spectacles sont conformes au budget primitif, c'est élevé à 140 000 €. Par contre, au niveau des recettes, on s'aperçoit que la vente des spectacles ne rapporte que 100 000 €, malgré une augmentation, dit-on, de la fréquentation. Ceci m'interpelle légèrement. Enfin, les subventions d'exploitation s'élèvent à 261 000 € entre la subvention ville et la subvention Valenciennes Métropole, sur un total de 402 000 € de recettes pour l'année 2017, soit 65% du budget, ce qui malheureusement n'empêche pas d'en arriver à un déficit de 17 500 € en section d'exploitation. Il est vrai que la culture est rarement une source de profit financier. Voilà. M. Coyer? Oui, comme je l'évoquais, M. Hernandez, au niveau des ventes de places, elles ont baissé, passant de 116 294 en 2016 à 103 000 en 2017, mais c'est dû principalement à un report d'encaissement sur 2018. Ouais. On a encore à toucher quelque chose en 2018 par rapport à un producteur. Voilà. Ok, merci. Y a-t-il d'autres interventions? Non. On va passer au vote. Qui s'abstient? Une abstention? Qui vote contre? Adopté à la majorité. Merci. Alors, 15e délibération, eh bien, c'est le compte de gestion qui suit, toujours pour le théâtre. Monsieur Coyer. Oui, comme je viens de l'évoquer, il y a une erreur d'1 centime. Et donc, le trésorier principal dans un a transmis le compte de gestion du budget. Ce document reprend l'ensemble des mouvements comptables relatifs à l'exercice 2017. Une erreur matérielle survenue dans l'exécution du budget fait apparaître une différence de 1 centime entre le résultat de clôture du compte de gestion et l'excédent de la section d'exploitation du compte administratif. À l'exception de cette différence, il y a lieu de constater que l'ensemble des écritures ont été reprises dans les comptes et que les soldes affichés sont conformes à ceux du compte administratif. Dans ces conditions, il est proposé au conseil municipal d'approuver le compte de gestion établi par monsieur le trésorier principal dans un. Merci. Pas de questions, je pense. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La 16e concerne l'affectation des résultats 2017 pour le budget annexe théâtre municipal. Monsieur Coyer. Donc c'est pour l'affectation des résultats sur 2018. Donc un excédent de la section d'exploitation de 45 289 et un excédent de section d'investissement de 7 024. Donc sur ces bases, il est proposé d'affecter l'excédent d'exploitation en résultat de fonctionnement reporté et d'affecter le centime relatif à l'erreur matérielle en résultat de fonctionnement reporté. Et enfin, donc, au niveau investissement, il est demandé d'affecter l'excédent de la section d'investissement, soit 7 024 € à l'article, donc solde d'exécution de la section d'investissement. C'est des écritures comptables, en fait. Merci. Y a-t-il des interventions?
Non. On passe au vote. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La 17e délibération. Bon morceau du conseil municipal. Compte administratif 2017. Monsieur Coyer. Alors, en présentation générale, donc au niveau des réalisations 2017, section de fonctionnement pour les dépenses, elle s'élève à 16 380 062 euros pour 18 303 441 euros de recettes, soit un solde positif d'1 922 379 euros. En section d'investissement, les dépenses se sont élevées à 6 460 030 euros et en recettes, 4 391 357 euros, soit un solde là négatif de 2 68 672 euros. En reprenant les reports de l'exercice 2016 et les restes à réaliser, on arrive à un résultat cumulé. Donc en section de fonctionnement, au niveau des dépenses, 16 381 000 pour des recettes de 19 531 895, ce qui nous fait là un solde positif de 3 150 832 euros. En section d'investissement, donc en dépenses 7 429 281 euros pour 5 28 661 euros de recettes, et donc là un déficit de 2 400 620 euros. Le total cumulé donc ressort en dépenses à 23 810 344 pour des recettes de 24 560 556, soit un solde positif au final de 750 212 euros. Alors, voyons si vous le voulez bien, donc d'abord au niveau du fonctionnement, les principaux postes en dépenses et en recettes. Commençons par les dépenses. Donc les charges à caractère général se sont établies en 2017 à 3 29 298 euros contre 3 102 788 euros en 2016, soit une baisse de 73 490 euros. Les charges de personnel ont progressé quant à elles pour s'établir à 10 279 251 contre 9 969 508 en 2016. Atténuation de produits, c'est stable pour s'établir à 507 216. Autres charges de gestion courante, petite progression, 1 768 444 en 2017 contre 1 708 226 en 2016. Les charges financières, elles ont baissé. Elles sont établies en 2017 à 161 811 contre 186 294 en 2016. Les charges exceptionnelles ont progressé quant à elles pour s'établir en 2017 à 37 168, c'est 17 000 de plus qu'en 2016. Les recettes, donc total des recettes 2017, 18 302 214 contre 18 245 465. C'est une petite progression de 56 000 euros seulement. Atténuation de charges, il y a une progression, ça a progressé de 147 000 euros pour s'établir en 2017 à 437 322. Les produits des services du domaine, les ventes diverses, elles ont également progressé, elles se sont établies à 360 477 contre 326 471 en 2016, soit 34 000 de plus. Impôts et taxes, donc en 2017, la ville a perçu, donc à ce titre, 7 306 314 contre 7 98 202 en 2016. C'est 208 000 de plus de recettes. Dotation et participation, une petite baisse significative. Elles se sont établies à 9 763 443 contre 9 980 034 euros. Autres produits de gestion courante, donc ils se sont établis à 221 709 en 2017 contre 261 258 en 2016. Et enfin les produits exceptionnels, toujours en recettes, 213 037 euros en 2017 contre 289 704 en 2016. Voyons en investissement et après on verra dans le détail les différents chapitres. Donc en investissement, donc en 2017, total des dépenses 6 169 135 contre 5 148 058 euros, soit une progression de 1 021 076 euros. C'est presque 20% de plus en investissement au niveau des dépenses. Les emprunts, donc 2 46 251 contre 1 351 060. C'est 51% de plus. Immobilisation corporelle, 35 431 contre 96 952 en 2016. Immobilisation corporelle, elles ont progressé pour s'établir à 1 616 260 contre 908 806
en 2016. C'est 77% de plus. Immobilisation en cours, 509 129 contre 58 651. Ensuite, donc au niveau des recettes, elles se sont établies à 3 521 717 euros contre 6 407 843. Parmi ces recettes, donc, on a les dotations et fonds divers pour 1 859 000 contre 2 543 842. C'est une baisse de plus de 25%. Subventions d'investissement, on a perçu donc à ce titre en 2017 112 715 contre 240 606 en 2016. Pareil, une baisse de plus de 50%. Emprunt et dette assimilée, donc en 2017, la ville a emprunté un total de 1 550 000, mais je relativiserai par la suite, contre 1 230 000. Donc c'est une progression relative de 26 000, mais vous verrez que ce n'est pas exactement la réalité. Ensuite, donc voilà, donc maintenant on peut passer aux charges à caractère général. C'est le chapitre 11. Donc elles s'établissent, comme je l'indiquais précédemment, à 3 29 298. Elles sont en baisse de 2,37% grâce à l'effort des services, et je les en félicite encore ici ce soir, d'autant plus que je tiens à rappeler que l'indice des prix des dépenses communales a progressé en 2017 de plus 1,60. C'est l'inflation au niveau de ce que les villes peuvent avoir au niveau des prix. Donc un effort d'une baisse de 2,37 en lieu et place d'une inflation de 1,60, encore une fois, je les félicite. Donc, parmi ces principales baisses, donc le poste contrat de prestation et de services avec une baisse de 65 361 euros. Alors, par rapport à 2016, il y a moins de maintenance nécessaire en éclairage public, vu qu'il est renouvelé progressivement, et moins de chantiers éducatifs permanents. Le poste chauffage urbain a baissé également de 116 077 euros. Il est lié au changement du contrat, à une moindre rigueur hivernale, comme on l'a pu constater, et surtout à une facturation de 2017 qui sera réglée en 2018. Le poste assurance multirisque, lui, baisse de 34 393 euros. Suite à des meilleures offres commerciales, il y a la baisse de la sinistralité et pas d'assurance maîtrise d'ouvrage en 2017 par rapport à ce qui a été construit. Le poste entretien et réparation de bâtiments publics baisse également de 17 534 euros. Le poste transport collectif baisse de 14 035 euros. La collectivité a obtenu de meilleurs tarifs grâce à une nouvelle mise en concurrence et à une moindre utilisation des bus. Le poste maintenance baisse également de 9 485 euros. Il y a des baisses, mais il y a quand même quelques hausses. Donc, parmi ces hausses, donc, nous avons le poste énergie-électricité qui progresse de 59 216 euros. C'est lié en partie à la hausse du tarif jaune au niveau EDF. Le poste alimentation est en hausse de 20 485. C'est lié donc à la cantine, qui ont toujours donc un succès, et c'est lié aussi au choix de la municipalité par rapport aux producteurs locaux qui ont été davantage privilégiés en 2017 qu'en 2016 pour la qualité des repas. Le poste achat de prestations de services est en hausse de 19 557 euros, suite à l'augmentation des besoins de sécurisation au niveau des fêtes, augmentation des actions en faveur des habitants. Le poste location mobilière, lui, donc s'établit à progresser de 13 207 euros. Cette hausse est liée aux besoins ponctuels de location d'engins par les services techniques comme la nacelle ou la balayeuse, parce que suite à une autre qui avait tombé en panne. Le poste versement des organismes de formation est en hausse de 16 807 euros. L'accent était mis en 2017 en effet sur des formations en sécurité et sur l'évaluation des politiques publiques. Le chapitre 12 qui concerne donc la masse salariale. Voilà, donc les charges de personnel se sont établis en 2017 à 10 279 251 euros. Alors, d'abord, on va voir l'évolution des effectifs, peut-être, non? Non, c'est l'augmentation? Ok. Alors, les charges, elles ont progressé, donc, comme je viens d'indiquer, de 309 742 euros. Les principales causes sont surtout externes. Donc, d'abord, c'est l'augmentation donc, de plus 0,40 au niveau de la CNRACL et de l'IRCANTEC pour 0,22%. Ça représente quand même une dépense supplémentaire de 16 755 euros. L'augmentation des cotisations URSSAF pour 78 253 et également donc, la validation de services de non-titulaires en titulaires pour 14 794 euros. Mais la plus grosse augmentation, donc, c'est lié au parcours professionnel, carrière et rémunération
plus communément appelé PPCR, et à la hausse du point d'indice pour un total donc de 143 560 €. Ça, c'est les causes externes. Donc, vous voyez qu'elles sont subies par la mairie et pas souhaitées. Au niveau des causes internes, donc c'est l'évolution de carrière qui concerne donc pour un montant de 36 480 € et le 13e mois payé de manière anticipée suite à des retraites pour 19 802 €. Voilà, c'était les principales augmentations du poste et la raison. Le chapitre a les effectifs, autant pour moi. Donc au niveau des effectifs, voilà. En 2017, on avait un total donc de 373 contre 376. Donc il y a eu 3 agents en moins. Donc les remplacements des 3 agents partis ont été pourvus en interne. Donc ces agents, ça concerne un concierge, un agent d'entretien et un chauffeur qui serait revenu parmi nous depuis. Voilà. Donc très peu d'évolution au niveau des effectifs, au niveau de la commune. Voyons maintenant donc l'autre chapitre, le chapitre 65, transferts versés et autres charges. Dans le détail, donc, caisse des écoles, on a versé 189 475 contre 182 000 en 2016. Au niveau du CCAS, on a versé 820 000 contre 830 000. Au niveau du théâtre, on a versé une subvention de 220 000 en 2017 contre 200 000 en 2016. Les associations, on ne les a pas oubliées. On leur a versé 194 578 € contre 202 671. L'école du Sacré-Cœur, une subvention liée à l'augmentation des effectifs. Donc en 2017, on avait dû verser 71 121 contre 54 044 € en 2016. Donc dans le détail, le montant de la subvention CCS a été ajusté en fonction des besoins et donc c'est pour ça qu'il a baissé à 820 000. La subvention du théâtre a été augmentée de 20 000 en raison donc du coût plus important des spectacles cette année et d'une stratégie portant sur la communication, je l'ai évoqué précédemment. Les subventions versées aux associations se sont montées en 2017 à 194 578, donc quasi stable on va dire. La subvention à la caisse des écoles a été ajustée au plus près des besoins et a donc été augmentée de 7 475 €. Le poste des créances admises en non-valeur a subi une hausse en 2017 alors qu'aucune dépense dans ce poste n'a été passée en 2016. Le versement à l'école du Sacré-Cœur a lui augmenté, comme je viens de vous l'évoquer, en raison des effectifs, pour s'établir à 71 121 €. Voilà. Ensuite, on va voir les charges financières. Donc, elles se sont établies en 2017 à 161 811 contre 186 294 en 2016. Vous voyez par rapport au tableau que c'est le plus faible montant depuis 2009. Donc ça, c'est lié aussi à la politique voulue par la ville au niveau des taux des emprunts. On verra ça par la suite. Mais donc, c'est une bonne nouvelle. Chaque année, ça baisse. Donc, elles ont baissé de 13% par rapport à 2016, donc suite encore en 2017 à la baisse générale des taux d'intérêt. C'est ce que je viens de vous évoquer. La ville reste donc très bien positionnée tant au niveau de l'encours de la dette, 565 € par habitant contre 888 en moyenne en 2016 pour les communes de notre strate, qu'au niveau du taux moyen payé, 1,99 contre 2,79 en moyenne pour les collectivités de même strate. Et on verra ça plus dans le détail dans la délibération 20, la dernière. En recettes, après les dépenses, voyons les recettes. Donc, produits des services, donc chapitre 70. Produits des services et du domaine donc, se sont établis en 2017 à 360 477 € contre 326 471. C'est une progression de plus de 34 000 €, soit 10%. Cette recette principale, cette augmentation revient principalement à la redevance d'occupation du domaine public qui est passée de 11 000 à un peu plus de 20 000. Ensuite, les redevances et droits des services à caractère culturel qui ont également augmenté de un peu plus de 4 000 et services périscolaires et d'enseignement qui ont progressé de plus de 25 000 € pour s'établir à 182 350 €. Voilà, donc globalement, le produit des services sont en hausse. Services à caractère culturel, donc médiathèque et au conservatoire, hausse liée à la nouvelle tarification pour les usagers extérieurs de la commune. Vous voyez, M. Ferring, que ça paye quand même. Les gens viennent quand même encore et cotisent. L'extérieur, les gens de l'extérieur, voilà. Vente d'ouvrages, donc petite augmentation des ventes, braderie à la médiathèque. Redevance d'occupation de domaine public, donc de nouveaux commerces ou entreprises qui se sont acquittés de cette redevance en 2017 par rapport à 2016. Donc il y a une régularisation certainement qui a été intervenue. Les autres postes en baisse, c'est les concessions dans les cimetières. La redevance des droits et des services à caractère social, légère baisse à des recettes liées au CLSH et à la petite enfance, mais compensée grâce à la subvention de la CAF. Voyons donc maintenant, toujours au niveau des recettes, les impôts directs et indirects, chapitre 73. Donc un total de 7 306 314 ont été obtenus par la ville en 2017 contre 7 090 202.
Les taxes foncières et d'habitation, on a perçu 4 250 740 contre 4 113 592. C'est plus 137 000 euros d'augmentation. L'attribution de compensation, donc ça a un peu baissé. On est passé à 2 91 608 contre 2 130 616. La dotation de solidarité communautaire, elle est quasiment stable pour s'établir à 117 432. Le FNJIR, stable également à 41 445. Le fonds de péréquation, donc lui, a un peu baissé pour s'établir à 279 844. Les droits de place ont augmenté, donc pour s'établir à un peu plus de 70 000 euros contre 62 844 en 2016. Les taxes sur les pylônes électriques, c'est quasiment stable à 11 590. De même que sur la consommation finale d'électricité pour s'établir à 182 749. Publicité extérieure, ça diminue, comme on peut le voir sur la ville, il y en a de moins en moins au niveau visuel, pour s'établir à 1 803 euros. Et taxe additionnelle aux droits de mutation, donc forte augmentation, 258 905 perçus par la ville en 2017 contre 148 387 perçus en 2016. Alors, donc l'augmentation de la taxe foncière de plus de 3,3% et de la taxe d'habitation, donc c'est lié à la hausse des bases, je rappelle que les taux n'ont pas bougé, et à la perception donc, de la taxe d'habitation pour les locaux vacants. Bon, voilà, ça commence à être mis en application. La hausse des droits de place, donc de plus de 11%, revient à un niveau proche de 2015. La taxe additionnelle aux droits de mutation donc, est en très forte hausse de plus de 74%, plus 110 000 euros. En effet, au-delà du dynamisme du marché immobilier, cette hausse est liée à la vente de deux gros patrimoines sur la ville. Plusieurs postes donc, sont toutefois en baisse. L'attribution de compensation, comme je l'ai évoqué. Le fonds de péréquation, qui a baissé de 2,10%. Et la taxe sur les publicités extérieures est en baisse également. De nouveau, encore cette année, en raison de la diminution du nombre de panneaux d'affichage, pollution visuelle, c'est comme ça qu'on appelle. Voilà, donc toujours en recette, voyons donc le chapitre 74, dotation globale de fonctionnement. En 2017, la ville a perçu un total au niveau de la DGF de 7 498 790 contre 7 180 812 en 2016. C'est plus 317 978 euros de plus. Donc 2017 est la 5e année de participation au redressement des finances publiques pour une ponction opérée sur la dotation forfaitaire. Comme les années précédentes, le dynamisme de la DSU permet de compenser cette baisse. En effet, la DSU, donc, on a perçu 4 823 593 contre 4 388 584 euros. C'est 435 000 de plus. Donc heureusement qu'on l'a pour compenser donc, la dotation forfaitaire. Les autres dotations, donc le FCTVA, on a perçu 10 000 euros. Les emplois d'avenir, comme vous le savez, donc ça se termine. On a perçu en 2017 un peu plus de 36 000 euros. Autre participation de l'État, donc 423 000 contre 432 000, c'est quasiment stable. Le département, 6 500 contre 4 004. Autres organismes, donc c'est principalement la CAF, on a perçu 593 678 contre 771 616. C'est quand même une baisse de plus de 177 000 euros. Attribution de fonds départemental de la taxe professionnelle. Donc là, on a perçu donc 205 723 contre 257 154. C'est un peu plus de 50 000 euros de baisse. Compensation au titre des exonérations de taxes foncières, vous voyez que ça baisse également. Ça a été établi en 2017 à 48 000 euros environ contre 82 000 en 2016. Au niveau de la taxe d'habitation, donc toujours compensation des exonérations, ça a par contre augmenté. On a 456 000 perçus en 2017 contre 346 000 environ en 2016. Dotation de développement urbain, DDU. Donc là, on a perçu 459 870 contre 778 000 en 2016. Le total des dotations donc, s'élève à 2 264 553 euros contre 2 799 222 perçus, soit un écart négatif de 534 568 euros. Donc ce recul concerne principalement donc, au niveau des baisses donc, les emplois d'avenir qui a baissé de 25 000 suite à la baisse du nombre de ses contrats, comme vous le savez. Les autres participations de l'État, donc légère baisse, il y a une imputation différente entre 2016 et 2017 au niveau des rythmes scolaires. Participation des autres communes, pas de participation en 2017 vis-à-vis du poste du CSPD, ceci est lié au changement d'employeur. Autre organisme, donc baisse de 177 937 euros, c'est lié au rattachement exceptionnel sur l'exercice 2016 des versements de la CAF effectués en 2017. Donc là, vous avez la raison pourquoi ça a baissé fortement. C'est
une imputation comptable. Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe pro, donc baisse de 30 625. L'attribution du fonds départemental de la taxe pro, également donc baisse de 51 000 euros. L'État baisse progressivement ce fonds pour compenser la hausse d'autres dotations. Les dotations de développement urbain, donc baisse de 318 130 euros. Cette subvention est versée en fonction de l'avancement des projets. Changement de porte à l'école élémentaire JA, rénovation de l'école Jean Jaurès, rénovation du gymnase de la Beuse-Borne et rénovation de la piste d'athlétisme. Donc là, voilà. Un poste en hausse, notamment donc, celui de la compensation au titre des exonérations de la taxe d'habitation. Il enregistre en effet une hausse de 31% pour s'établir à plus de 456 000 euros. Les autres recettes de fonctionnement, donc atténuation de charges, elles se sont établies en 2017 à 437 232. Les produits de gestion courante, donc 221 709. Les produits exceptionnels, donc c'est principalement des ventes de patrimoine, pour s'établir à 213 037 euros, donc ce qui nous fait un total en notre recette de fonctionnement à 871 978 contre 840 757, soit une petite augmentation de 31 000 euros. Les autres recettes de fonctionnement, comme je viens de vous l'évoquer, donc ça constitue avant tout des remboursements sur rémunération versée. Ce poste budgétaire donc varie en fonction des sinistres. La hausse a été de 50% en 2017. Les autres produits de gestion courante regroupent les loyers perçus, la non-restitution de DVD ou de livres à la médiathèque, la redevance R2 versée en fonction des travaux électriques et les remboursements pour les travaux d'urgence réalisés sur le parc privé. Cette année, ces produits sont en recul de 15%. Les produits exceptionnels, comme je viens de vous l'évoquer, ça concerne des cessions d'immobilisation au niveau du parc privé, terrain et maisons, et sont plutôt en baisse en 2017 par rapport à 2016. Ils concernent aussi les produits exceptionnels divers, remboursements de sinistres, qui ont plus que triplé entre 2016 et 2017. Tout ceci nous amène donc à la constitution de l'épargne brute. Je rappelle donc que c'est la différence entre les recettes réelles et les dépenses réelles de fonctionnement. Elle permet d'autofinancer les dépenses d'investissement et garantit l'autonomie financière de la ville. Alors le montant a un peu baissé. En 2017, il s'est établi à 2 521 025 euros contre 2 751 888. Néanmoins, la tendance est toujours au-dessus de 2 millions. C'est ce qu'on peut dire. De là découle la capacité de désendettement. Donc avec l'épargne brute donc quasi stable et une baisse de l'encours de la dette, la capacité de désendettement se maintient à un très bon niveau, 3 années seulement pour permettre à la ville de se désendetter. Donc l'encours de la dette s'élève à 7 769 976 euros contre 8 266 228 en 2016. Ce qui nous amène à la CAF nette. Donc c'est la CAF amputée du remboursement en capital de la dette, hors remboursement anticipé d'emprunt. Son très bon niveau donc indique une très bonne capacité d'autofinancement des projets de la commune et cette CAF nette s'établit donc à 1 534 471 contre 1 832 714 en 2016. Après donc la CAF, voyons les dépenses d'investissement, leur évolution. Donc là vous avez les graphiques. Donc en 2017, les investissements sont en hausse de plus de 19%, sont en outre bien au-dessus de la moyenne des investissements réalisés depuis 2008, comme on peut le voir. Plus de 6 millions. Les dépenses donc d'équipement pur donc, se sont établies à 4 122 884 en 2017 contre 3 796 998 en 2016. Au niveau de ces dépenses d'investissement, la répartition s'établit comme telle. Pour plus des 2 tiers, donc pour 66%, c'est l'acquisition et des travaux, et 1 tiers, c'est le remboursement d'emprunt et l'apport au capital de l'Agence France locale. Voilà. Il y a quand même d'autres dépenses d'équipement. Donc là, vous avez... je ne l'ai pas. Oui. Donc, le total des dépenses d'équipement, c'est réparti à 94% pour l'école élémentaire Jean Jaurès. La réflexion de la Beuse-Borne, donc au niveau du gymnase, 4%, c'est pour des frais d'études. Et le renouvellement urbain Carpeaux, 2%, c'est un reliquat. Voilà. Les autres dépenses donc d'équipement, parce qu'il y en a d'autres aussi. La voirie, 456 512, vous voyez quand même que c'est un poste important. Les équipements culturels et sportifs, 387 368. L'acquisition de bâtiments et de terrains pour 310 000 euros environ. Le renouvellement de l'éclairage public donc pour 241 000 euros. Les travaux dans les bâtiments publics pour plus de 205 000 euros. L'achat de logiciels et d'informatique pour 127 000 euros. La vidéoprotection pour la sécurité des habitants donc pour 91 200 euros. Des travaux dans les écoles pour plus de 75 000 euros. La maison des assistantes maternelles pour des travaux donc pour 75 000 euros. Cadre de vie donc pour 49 000. Des véhicules pour 47 000. Du mobilier, des frais d'études, voilà.
Vous avez un petit peu la répartition des différentes dépenses d'équipement. Ceci nous amène donc à un taux de réalisation en investissement donc de plus de 4 122 883. Ce taux de réalisation par rapport aux prévisions budgétaires des dépenses d'équipement est de presque 83%. Alors c'est le meilleur taux de réalisation depuis 2003 en termes de réalisation de dépenses effectives, 83%. En synthèse, donc, le compte administratif est conforme aux prévisions avec de très bons taux de réalisation, comme je viens de vous l'évoquer. Les charges à caractère général et les charges financières ont baissé. Cela traduit donc les efforts de gestion mis en œuvre par la collectivité. Les soldes de gestion sont encore cette année d'un très bon niveau, plus de 2,5 millions pour la CAF brute et plus d'1,5 million pour la CAF nette. Ces très bons niveaux d'épargne donc permettent d'autofinancer des investissements qui se maintiennent à un niveau important. Plus de 16 millions de dépenses ont été réalisées donc d'équipements depuis 2014. L'encours de la dette diminue et le coût de la dette est parmi les plus bas des villes de notre strate. Et on verra ça par la suite au niveau de la délibération 20. Voilà, monsieur le maire. Merci, monsieur Couillet. Y a-t-il des interventions? Non. Monsieur Hernandez? Oui, merci, monsieur le maire. Donc, le contrat administratif 2017 fait apparaître un excédent d'1 900 000 € en section de fonctionnement et un déficit de 2 700 000 en section d'investissement. Les résultats comprenant la réalisation 2017, les reports de l'exercice 2016 et le reste à réaliser en 2018 nous conduisent à un solde de résultats cumulés positif de 3 150 000 pour la section de fonctionnement et négatif de 2 400 000 pour la section d'investissement, soit un total cumulé de 750 212. Pour le chapitre fonctionnement, au niveau des dépenses, nous ferons remarquer en préambule une similitude presque parfaite entre les chiffres du compte administratif 2016 et celui du compte administratif 2017, soit des dépenses pour 2017 de 16 380 000 et qui étaient chiffrées en 2016 à 16 315 000, et des recettes de 18 303 000 pour 2017 pour 18 315 000 en 2016, ce qui nous donne un solde de 2 millions en 2016 et 1 923 000 en 2017. Au niveau des dépenses, nous enregistrons donc une baisse des charges à caractère général au chapitre 11 de 700 000 €, avec une hausse des dépenses énergétiques ainsi que des versements aux organismes de formation et une diminution significative des contrats de prestation de services ainsi que de la maintenance par rapport au budget primitif. Les charges de personnel, elles, sont en légère hausse, 3% par rapport à 2016, malgré une tentative de non-renouvellement de certains contrats. Celles-ci représentent tout de même 65% des dépenses réelles de fonctionnement. La subvention du théâtre, chapitre 65, passe de 200 000 à 220 000 en 2017. Les dépenses réelles de fonctionnement s'établissent donc à 15 780 000 contre 15 483 000 en 2016, soit une augmentation de 280 000 €. Au niveau des recettes de fonctionnement, le chapitre 13, remboursement des rémunérations de personnel, une hausse très importante par rapport à 2016 de 50%, passe de 437 000 contre 290 000 en 2016. Une étude approfondie des causes serait peut-être intéressante à mener à ce sujet. Au chapitre 73, impôts et taxes, 7 300 000 contre 7 100 000 en 2016, dont une hausse des droits de mutation, 100 000 €, ce qui confirmerait une augmentation des ventes immobilières. Au chapitre 74, dotation et participation, 9 763 000 € contre 9 980 000 en 2016, soit une baisse de 216 000 €, et ce malgré une forte hausse de la dotation de solidarité urbaine de 318 000 €. Les aides de l'État représentent en 2017 77% du chapitre 74. Les recettes réelles de fonctionnement s'établissent donc à 18 302 000 € en 2017 contre 18 245 000 en 2016. Passons à l'investissement. Au niveau des recettes d'investissement, les recettes d'équipement s'élèvent à 1 662 000, dont 1 550 000 au titre de l'emprunt. Les recettes financières s'élèvent, elles, à 1 850 000, comprenant le fonds de compensation de la TVA pour 580 000 et un excédent de fonctionnement capitalisé de 1 266 000.
Les recettes d'ordre, pour un montant de 863 000, complètent l'ensemble de ce chapitre qui s'élève donc à 4 391 000. Au niveau des dépenses d'équipement, qui étaient prévues au budget primitif 2017 à 4 695 000, s'élèvent à 6 190 000 au compte administratif, auquel il convient d'ajouter les restes à réaliser, 297 000 €, soit une augmentation d'1,5 million. Cette augmentation d'1,5 million se compose ainsi plus 458 000 au total des opérations d'équipement et remboursement de l'emprunt de 2 millions par rapport au prévisionnel, de plus de 2 millions par rapport au prévisionnel 2017. Mes conclusions ne seront pas très éloignées de celles de l'an passé, à savoir que les aides et dotations de l'État participent grandement à l'équilibre et à la richesse de la ville, tant sur le plan fonctionnement que pour l'investissement, pourvu que ça dure. Je vais vous rassurer, M. Hernandez, sur l'augmentation du remboursement des rémunérations versées. Bien évidemment que dans le cadre du CHSCT a été évoqué, il y a une analyse, le bilan social qui est en cours, et il y a aussi un bilan des RPS, des risques psychosociaux qui a été mis en place avec l'aide du centre de gestion. On vient d'avoir le retour sur ce bilan. Et je tiens à préciser que le centre de gestion a signalé qu'on était une des communes les plus avancées dans ce domaine du département. Donc, bien évidemment, on travaille sur les raisons. Alors, les raisons, elles peuvent être multifactorielles. Il suffit d'avoir un hiver plus rigoureux pour qu'il y ait plus de grippe, plus de pathologies gastro-intestinales. On va avoir obligatoirement des arrêts plus importants. Il n'y a pas que ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a une analyse qui est faite en fonction des informations que l'on est en droit d'obtenir. Mais donc, il y a bien évidemment un travail conséquent qui vient d'être réalisé au niveau des différents services avec la participation active, puisqu'il y a plus de 20 employés qui ont voulu se porter comme étant des référents pour évoquer ces différents sujets des fameux RPS. Et bien évidemment, maintenant, on va travailler sur un plan d'action avec déjà des actions qui ont été actées, qui ont déjà été mises en place ou vont être mises en place dans les semaines à venir. Donc, sur cet élément-là qui vous inquiétait un peu, je viens vous rassurer tout de suite. Après, bon, que votre analyse soit à peu près celle de l'année dernière, ce n'est pas étonnant, puisqu'on a toujours les aussi bons résultats, si je puis dire, et on continue à avoir une certaine logique, puisqu'on mène la politique qu'on a décidé de mener depuis maintenant quelques années, avec une rigueur budgétaire que l'on connaît et dont on peut se défendre et se prévaloir, avec l'aide bien évidemment de tous les services, et puis la recherche des subventions maximalistes pour arriver à maintenir notre capacité d'investissement. Je tiens simplement à signaler qu'on est à 16-17 millions d'investissements depuis 2014, qu'on risque d'être à 24 millions d'euros d'investissement d'ici 2020 et que les rigueurs budgétaires annoncées avaient fait que pour 2014, j'avais annoncé qu'on allait sûrement devoir ne faire entre guillemets que 18 millions d'investissements. On va avoir fait pas 50%, mais on aura fait 40% de plus que ce qu'on avait promis. Donc ça veut donc dire que sur ces éléments-là, on n'est vraiment pas en reste par rapport à nos promesses, en tout cas, sur l'investissement qu'on allait faire sur la commune. Voilà, je vais passer la parole à M. Dordain et je vais en profiter pour lui laisser aussi la présidence du Conseil, puisque je dois aussi m'abstenir et disparaître en vue du vote. M. Dordain. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, vous le savez, l'examen du compte administratif est un rendez-vous important pour le conseil municipal. Il est en effet un révélateur de la gestion du maire. Le budget primitif de la ville est avant tout un document de prévision et il collecte les promesses d'action pour l'année à venir. Le compte administratif est, lui, l'occasion pour nous, adjoints et conseillers municipaux, et par extension pour la population, de contrôler et de vérifier si les engagements de M. le maire ont été tenus. À l'issue de la présentation de notre collègue Damien Coyer, présentation une fois de plus très claire, je peux le dire sans hésiter, les promesses ont été tenues et même dépassées. Un premier critère permet de juger du respect des prévisions budgétaires, ce sont les taux de réalisation. En fonctionnement, ils sont proches de 100%, voire au-delà de 100% pour les recettes, ce qui prouve non seulement la sincérité de vos prévisions, mais également de la prudence qui doit prévaloir pour tout budget. En investissement, vous avez réalisé plus de 80% des dépenses d'équipement prévues et près de 90% si l'on tient compte des restes à réaliser, ce qui est remarquable. Vous avez donc exécuté le budget conformément à vos engagements.
Comme annoncé, vous avez limité le recours à l'emprunt pour réaliser les investissements nécessaires et ainsi diminuer l'endettement de la ville. En conséquence, les niveaux d'épargne restent à un niveau très satisfaisant, plus de 2,5 millions pour l'épargne brute et plus de 1,5 million pour l'épargne nette. Cette épargne n'est pas un objectif en soi, mais bien un moyen, celui de mener une politique ambitieuse, durable et solidaire au profit des Anginois. L'ambition, on la retrouve dans le niveau des dépenses d'équipement encore réalisées cette année, plus de 4 millions d'euros, plus de 16 millions depuis le début de mandat et probablement 25 millions à la fin du mandat. L'ambition, c'est aussi de concrétiser les beaux projets pour notre jeunesse, comme la rénovation complète de l'école élémentaire Jaurès ou encore l'équipement numérique dans nos écoles. Une politique d'investissement durable qui se traduit par un effort important de mise aux normes de notre patrimoine, qu'il s'agisse de nos bâtiments ou de nos aménagements urbains, avec cette année la rue Waldeck-Rousseau et la rue Thiétard. Je n'oublie pas non plus la remise à niveau complète de l'éclairage public sur l'ensemble de la ville, effort démarré maintenant depuis 8 ans. Ce budget est aussi et surtout solidaire. Il s'appuie sur des recettes fiscales au taux inchangé depuis 2009, sur des tarifs aux différentes activités également maintenus à des niveaux très abordables, qu'il s'agisse des repas de la cantine à 1,50 € qui permettent à plus de 800 élèves de bénéficier chaque jour d'un repas équilibré, mais aussi de nos tarifs d'activités périscolaires, sportives ou culturelles. La solidarité, c'est ainsi de permettre à tous d'avoir accès à la culture grâce à la gratuité maintenue à la médiathèque ou aux enseignements du conservatoire. En toute cohérence, j'appelle à un vote sans réserve de votre part d'approbation du compte administratif 2017, en tout point conforme à vos engagements. Y a-t-il d'autres interventions? Si vous voulez bien, on passe au vote. Qui vote contre? Abstention? 2 abstentions? Adopté à la majorité. Je vous remercie. Alors, la 18e, le compte de gestion, budget ville, Monsieur Coyer. Oui, donc dans la suite du compte administratif, il est proposé donc au conseil municipal d'approuver le compte de gestion établi par Monsieur le trésorier principal d'Anzin, ce dernier étant conforme au CA que nous venons de voir. Je pense qu'il n'y a pas d'intervention. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. La 19e, obligatoirement apparaît maintenant l'affectation des résultats 2017, budget ville, Monsieur Coyer. Comme vous l'avez constaté, donc le compte administratif 2017 fait apparaître après intégration des restes à réaliser. Sur l'excédent donc de fonctionnement constaté pour 3 150 832, il est proposé d'affecter une partie donc de cet excédent pour 2 400 620 € en investissement pour couvrir le besoin de financement. Et donc le solde, 750 212 €, sera inscrit en fonctionnement à l'article excédent de fonctionnement reporté. Le déficit d'investissement de 2 740 529 sera lui reporté en investissement à l'article donc déficit d'investissement reporté. Merci. Y a-t-il des interventions? Non plus. Qui vote contre? Abstention. Voté à l'unanimité. Et la 20e, dernière délibération, rapport sur l'état et l'évolution de la dette. Je vais être synthétique si vous le permettez. Donc c'est une obligation d'informer la population et le conseil donc au niveau des emprunts et de la dette. Donc en 2017, donc, il y a eu 2 emprunts qui ont été contractés et débloqués. Un premier de 1 350 000 qui était remboursé sur 15 ans sur la base d'un taux fixe de 1,40. C'est un très bon taux. C'est un prêt auprès de la Banque Postale. Et un autre emprunt donc de 200 000 € sur 15 ans également à un taux Euribor 12 mois de plus 0,44. C'est un excellent taux également qui lui a été souscrit auprès de l'agence France Locale. Donc pour l'exercice 2017, un total d'1 550 000 a donc été débloqué. Parallèlement, donc, la ville a remboursé un total de 2 046 251 € d'emprunt. La ville a notamment remboursé par anticipation un prêt conclu auprès de la Caisse des dépôts, la baisse des taux ayant permis de souscrire un emprunt plus intéressant.
Donc, le remboursement était de 1 059 698 €. Donc, sur le total des emprunts, en fait, il y a moins de 400 000 € qui sont partis en investissement. L'encours de la ville a donc baissé au cours de l'exercice, passant de 8 266 228 à 7 769 976 au 31/12/2017, soit une baisse de presque 500 000 €. Alors, il faut savoir donc que le total des emprunts, donc ça concerne 19 emprunts. Vous avez là le graphique avec la répartition. Et ils sont classés, fixe, variable, livret, barrière. 12 sont en taux fixe, 3 en variable, 3 en variable faible sur le livret A, et un taux fixe faible, donc c'est un emprunt de 2004. Voilà, donc total 19 emprunts. La durée moyenne résiduelle, c'est 13 ans et 3 mois. Et le taux moyen, donc, c'est 1,99. Alors donc, il faut savoir donc, que cette sécurisation ne dégrade pas pour autant le coût de la dette, puisque le taux moyen au 31 décembre, que je viens de vous l'indiquer, de 1,99 contre 2,02 en 2016. Il reste donc bien en dessous du taux moyen des communes de 10 000 à 20 000 habitants, qui s'établissait à 2,79 au 31 décembre 2017. Voilà, donc dans la même tendance qu'en 2016, avec un encours de dette s'élevant à 7 769 976 et une volonté de maintenu de souscrire des emprunts risque réduit, la ville améliore encore en 2017 la qualité de sa dette. Et donc il n'y a aucun souci sur les emprunts contractés par la ville. J'en ai fini, monsieur le maire. Y a-t-il des interventions? C'est juste un rapport, il n'y a pas de vote. Avant de vous libérer et vous souhaiter de bonnes vacances d'été, je vais vous donner, sauf changement, mais les 3 dates des derniers conseils municipaux de fin d'année ont été fixées. Donc 24 septembre, 19 novembre pour le débat d'orientation budgétaire et le 17 décembre pour le budget primitif. 17 décembre, donc 24 septembre, 19 novembre, 17 décembre. Donc n'oubliez pas de signer les documents pour ceux qui n'ont pas signé. Bonne semaine, bonnes vacances.